Bien, chers amis, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette 12e édition des États généraux des RIP. Merci à Cœur-Coslery, Deauville, de nous accueillir dans ce magnifique endroit que sont les franciscaines. Merci au Calvados de nous accueillir. Merci à la région Normandie de nous accueillir. Merci à tous et à toutes d'être avec nous, vous qui êtes les artisans et les architectes de ce plan France très haut débit initié en 2013. Alors, un bref rappel historique avant de donner la parole à Philippe Augier, c'est simplement vous rappeler qu'on n'est pas ici par hasard, puisqu'il y a maintenant 13 ans, Cœur-Coslery lançait Cœur Fibre, le premier réseau résolument 100% fibre sur un territoire. Alors, il semblerait que la tendance vous donne raison, Monsieur le maire, puisqu'en l'occurrence, c'est peut-être vers cela qu'on s'oriente. On le verra. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est première partie, la question ce matin du service universel sous toutes ses formes. Il y a une promesse qui a été faite aux Français autour du très haut débit. Aujourd'hui, on le voit autour d'une technologie qui est la fibre. Alors, est-ce que ça doit cacher les technologies alternatives pour ceux qui ne sont toujours pas connectés ou qui ne le seront pas encore en 2025? On va se poser la question. On va se poser la question aussi de la qualité, de la résilience et de la maintenance évolutive de ces réseaux, parce que c'est pas le tout de les déployer. Hein. Il y a déjà 11 millions de prises de fait, mais il en reste, et puis derrière, il faudra effectivement les maintenir, les faire évoluer, ce qui correspond aussi à des métiers à créer et des emplois à créer sur les territoires. Donc ça, c'est un énorme sujet. On va voir qu'il y a des propositions pour réussir cette partie-là. Et puis, voilà, cet après-midi, on se posera la question de la cybersécurité, puisque plus on est connecté, plus on est vulnérable aux attaques cyber, évidemment. Donc, voilà, il ne s'agit pas de paniquer, mais il s'agit de s'organiser quand même, parce que ça devient pour certains un métier à plein temps que de nous embêter. Voilà. Sans plus attendre, je vais vous demander d'applaudir Philippe Augier, qui nous rejoint en tribune. Vous savez que l'une des premières communications automatiques, c'était l'horloge parlante. Et il est fidèle à ces communications automatiques, puisque vous avez vu, on a commencé à 10h pile. Donc, une référence de plus à ces nouvelles communications. Habituellement, on commence par saluer toutes les personnalités qui sont dans la salle, mais aujourd'hui, il n'y a que des personnalités qui représentent les opérateurs, les collectivités publiques, le département, la région, tu l'as dit, Sébastien. Les élus, beaucoup d'élus de notre territoire, Cœur-Coslery. Alors, bienvenue dans ce lieu qui est un lieu de culture et qui est un lieu de consommation de la culture. Et Dieu sait si le numérique est devenu un élément majeur de la culture, étant lui-même une culture, et d'autre part, étant un élément majeur de la transmission de la culture. Donc, on est assez heureux de vous recevoir ici. Et on est toujours en recherche. Alors tout le monde dit waouh, c'est beau, etc. Mais c'est beau, mais nous, on veut qu'il y ait des contenus. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui est un élément majeur en matière de contenu. Et merci à Sébastien de sa fidélité. Enfin, fidélité, c'est jamais que la deuxième fois, mais c'est déjà une fidélité. C'est jamais bien trop ici. Voilà. Alors, Sébastien disait, c'est pas un hasard si on se retrouve régulièrement à Deauville pour ces états généraux des RIP. Puisque, effectivement, Cœur-Coslery a été la première interco à mettre en œuvre ces RIP. Alors, cela dit, on se vante d'avoir été les premiers, mais quand on est les premiers, on est des pionniers, et quand on est des pionniers, on découvre tous les emmerdements avant tout le monde, et puis à un moment, on a même l'impression d'être en retard, parce qu'entre-temps, il s'est fait des tas de choses, et il faut reconfigurer. Donc, c'est assez lourd d'avoir été pionnier. Mais, alors, je vais vous donner simplement quelques réflexions un peu en vrac, mais ça avance. Donc, je vais moins pleurer que je pleurais les années précédentes. Je trouve qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça avance, et notamment, pour ce qui nous concerne, mais ça concerne beaucoup, l'arrivée des gros opérateurs. Donc, je vais charrier un peu moins Orange que je le faisais dans les années précédentes. Maintenant, ils sont là, et ils sont plutôt actifs. Ça accélère la commercialisation, donc c'est une bonne chose. Il faut dire que les gros opérateurs sont arrivés, mais il a fallu qu'on configure complètement notre réseau. Donc c'était quelques millions au-delà de notre délégation de service public initiale qu'il a fallu mettre dans le jeu, et on a trouvé à nos côtés les départements et la région, et ça, c'est merci encore une fois d'avoir accompagné cette étape-là.
Alors aujourd'hui, on a d'autres sujets qui font que c'est compliqué. Vous les connaissez aussi bien que moi, ce n'est pas mon rôle de développer, ça sera le rôle de vos travaux, mais bon, c'est les prises bloquées. Alors ici, c'est quelque chose, hein, je peux vous dire. En plus, on a beaucoup de résidences secondaires, donc ça complexifie. Et le sujet des prises bloquées est évidemment pour nous un objet majeur. Et là aussi, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à l'ami Cyril, c'est que les opérateurs devraient proposer une prestation aux particuliers, en direct. Payante ou pas payante, c'est à voir. Lui, il préfère payante, il m'a dit, mais quand même, parce qu'on a ce sujet de la prestation. Et ça, c'est évidemment important. Comme d'habitude, j'espère qu'il y en a dans la salle, les syndics se comportent très mal. Et si ça pouvait circuler, parce qu'on a beaucoup de collectifs ici. Alors les syndics, ils sont vachement bien parce que quand il y a un problème dans un immeuble, ils savent envoyer la lettre recommandée à la collectivité publique. C'est de la faute du maire, il faut qu'on règle le problème. Et quand on leur demande de transmettre des messages positifs, constructifs, il n'y a plus personne. Donc là, on a un vrai sujet et il faut arriver, évidemment, à le surmonter. Et puis on a tous les réfractaires qui refusent les passages en façade, etc. Et là, les communes ont un peu tardé à donner les déclarations d'utilité publique et il faut qu'on les y pousse. Plus les lieux isolés, etc. Bon, et puis aussi tout ce qui s'est passé dans la jungle des armoires, parce qu'il y a eu aussi là quelques moments un peu compliqués, et là aussi il faut qu'on arrive à trouver les solutions. Donc j'insiste, mais vraiment il faut que les opérateurs, offrent des prestations. Je pense que ça accélérera le phénomène. Parce que je pense que les opérateurs ont intérêt à s'intéresser aux particuliers autant qu'ils se sont intéressés aux entreprises. Hein, voilà. Et c'est là que notre développement maintenant doit exister. Deux sujets, t'inquiète pas, je ne vais pas être trop long, parce que je sais à quel point tu es attaché à la ponctualité. Deux sujets sociétaux rapidement. Évidemment, le sujet des cyberattaques, hein, et qui est un sujet qui devient majeur. Alors je ne vous dis pas, sur le territoire de Normandie, on est particulièrement sensibilisé parce que c'est juste la ville de Caen et le conseil régional de Normandie qui ont été hackés et qu'ils ne s'en sont pas encore remis alors que c'est pris il y a 6 mois. C'est un sujet, et pendant ce temps-là, d'ailleurs, il y a toutes les collectivités qui attendent que leur dossier avance, mais il n'y a plus de dossier. Donc c'est un peu complexe. Donc la sensibilisation, vous n'avez pas besoin de la faire ici, elle existe, mais il est évident que c'est un sujet majeur. Alors je salue mes amis gendarmes, parce qu'ils sont dans le village, là, et ils offrent des solutions. Je vais vous faire plaisir, c'est gratuit. Donc allez les voir, parce qu'ils sont prêts à intervenir auprès des entreprises, auprès des collectivités publiques pour sensibiliser. Ils ne résolvent pas le problème, mais ils disent les voies qu'il faut emprunter pour se sécuriser. Merci à la gendarmerie nationale qui a trouvé là un sujet de plus de nous protéger. Et puis, un autre sujet qui est évidemment... alors ça, je ne sais pas si c'est prévu à l'ordre du jour, mais j'en dis quand même quelques mots. Un autre sujet sociétal préoccupant, c'est la protection des jeunes face aux dérives du numérique. Et là, ça nécessite de trouver des solutions d'urgence. Alors évidemment, c'est pas aux opérateurs de régler ça, c'est évidemment au pouvoir politique, au sens noble du terme. Mais là, on a évidemment un vrai sujet. Il y a eu l'émerveillement de départ de l'encyclopédie Internet, mais la multiplication des dérives et des fausses informations peut amener à repenser le système sur le plan éthique et sur le plan des valeurs. La responsabilité première d'une évolution ne revient pas évidemment aux opérateurs mais aux politiques. Je ne sais pas si vous avez lu un livre formidable qui traite précisément de l'exploitation des réseaux sociaux au service du politique. Alors, beaucoup de gens ont lu Le Match du Kremlin, mais le journaliste qui a écrit Le Match du Kremlin avait écrit un bouquin 3 ans avant qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Et je vous encourage à le lire parce que ça montre à quel point les réseaux sociaux peuvent être utilisés en matière de populisme et faire élire des partis dont ce n'est pas forcément ceux dont on aurait rêvé. Ça a été le mouvement 5 étoiles en Italie, ça a été Orban en Hongrie,
et c'est Trump, évidemment, c'est comment est-ce qu'on associe l'ensemble des mécontentements qu'on identifie par les buzz des réseaux sociaux. Un bouquin absolument passionnant qui se lit comme un polar, avec les noms de ceux qui ont monté le coup, et c'est absolument passionnant, je vous le dis au passage. Voilà, donc je crois que les politiques doivent bouger aussi, mais vous, opérateurs, vous devez les accompagner, les politiques, les éclairer sur les marges qu'ils ont de progression dans l'organisation de ce secteur. Bon, bref, beaucoup de sujets passionnants à traiter, qui vont, j'imagine, jalonner vos travaux de la journée. Je voudrais dire, pour conclure, une mention spéciale à Sébastien Coté, le créateur, le grand organisateur de ces 12e États généraux des RIP, dont Deauville est très très fier de les accueillir. Bonne journée à tous. Merci. Vous êtes vice-président du conseil départemental du Calvados. Alors, l'aventure THD du Calvados, vous en avez eu de toutes les couleurs, enfin 3 principalement, les couleurs de Tutor, celle de Covage et celle d'Altitude aujourd'hui. Je vous laisse partager avec nous votre vision. Oui, il y avait un petit passage par SFR aussi. Aussi, absolument. 4e couleur. Donc, on a tout connu et on est très content de celui qui a repris. Altitude, je ne le nommerai plus, mais on est fiers d'avoir Altitude aujourd'hui parce que c'est une vraie entreprise. Alors, monsieur le maire de Deauville, cher Philippe, tu as tout dit. Alors, excusez les redites parce que je crois qu'il a effectivement tracé tout le schéma. Madame la conseillère régionale, chère Julie, chers collègues, je vais aller à l'essentiel. Nous nous retrouvons une nouvelle fois à Deauville, dans ce temple de la culture, si j'ai bien compris, pour cet événement unique qui réunit depuis 2011, et merci Sébastien Cotte, les principaux acteurs du déploiement des réseaux d'initiatives publiques dans notre pays. Depuis 12 ans, en 12 ans, parce qu'on a été dans les pionniers juste après toi, un long chemin a été parcouru. Cette année, je dois même dire que nous avons enfin l'impression d'avoir concrètement la fin du déploiement. Et ici, dans le Calvados, plus que quelques mois, de trop nombreux mois, et nous y serons. Mais en même temps que le déploiement s'achève, nous voyons poindre de nouvelles difficultés pour assurer que chacun puisse réellement disposer d'une connexion. En ce sens, le thème du service universel, choisi cette année, est parfaitement bien choisi pour cette édition. Car parler service universel, c'est parler de tout ce qu'il nous reste à accomplir sur nos réseaux pour passer de l'étape du déploiement au raccordement concret pour tous. Aujourd'hui, plus de 75 000 foyers sont raccordés à la fibre sur notre réseau départemental. Un très beau résultat que je relativise quand même face aux plus de 200 000 prises construites, mais qui attise bien sûr d'un autre côté les attentes et les impatiences de ceux qui ne l'ont pas encore. Et il nous le rappelle chaque jour, l'accès à une connexion Internet n'est de nos jours plus un luxe ou un service optionnel. C'est véritablement un besoin de base mis en évidence pendant le Covid et qu'il faut que nous assurions. Il nous faut admettre qu'en 2023, chacun a un véritable droit à disposer chez lui d'une connexion fiable à un prix limité. Et il nous appartient de rendre ce droit effectif. C'est cela le service universel, une offre de base pour répondre à un besoin essentiel. À ce propos, vous me permettrez déjà un regret. Le service universel existait en France il y a encore 18 mois. C'était le rôle de l'État, assumé par l'opérateur historique bien connu des Français. Nous constatons les résultats de la décision de l'État de ne plus compenser cette obligation de service public. Je pense notamment à tous ces propriétaires de logements neufs qui n'ont plus la possibilité d'obtenir un raccordement de droit, alors même que la fibre n'est pas encore déployée et ne le sera pas encore de très longs mois. Difficile à l'heure du télétravail généralisé. Cela étant dit, la question est maintenant de savoir ce que l'on doit faire pour rétablir ce service universel qui réponde aux besoins de nos concitoyens. J'y reviendrai plus en détail lors de la table ronde où j'interviendrai tout à l'heure, mais se pose bien sûr déjà la question de la technologie adéquate. Ici, dans le Calvados, notre RIP, comme pour celui de la communauté de communes de Deauville, nous avons fait le choix du 100% fibre. C'était, j'en suis certain, le bon choix. Néanmoins, nous constatons avec la fin du déploiement qu'avoir fait le bon choix de technologie n'est pas suffisant pour assurer un véritable service universel.
Car si la fibre est une réalité pour la grande majorité de nos concitoyens intéressés, il reste nombre de naufragés à qui nous ne savons pas apporter de solution acceptable à ce jour. Ce sont eux qui ont besoin d'une réflexion sur le service universel. Ceux qui habitent dans les dernières habitations, les plus isolés, mal répertoriés. Il faut, comme l'on dit, assurer le dernier kilomètre, et même pour la fibre, quelquefois les derniers 100 mètres. C'est là que le bas blesse, avec des problèmes massifs, alors même que le réseau est censé être opérationnel en proximité. Ces difficultés, vous les connaissez tous. Le statut de raccordable à la demande, statut réglementaire qui révèle être un désastre pour dire franchement les choses. La question des raccordements dit complexe, qui pose de nombreuses questions, alors d'une part que le sujet est déjà traité à notre sens dans notre contrat de TSP, et d'autre part, alors que l'appel à projet de l'État ne traite au mieux que partiellement la question. Les pratiques des intervenants, qui sont sur le terrain totalement inacceptables, et qui viennent menacer la viabilité à long terme des réseaux. Le tout dans un cadre qui ne permet pas de pointer clairement les responsables, ni de sanctionner, et donc de traiter véritablement tous les problèmes. En bref, vous ne serez pas étonné de m'entendre reprendre à mon compte les propositions de la VICA, que l'on peut résumer en disant simplement que le cadre actuel ne donne pas satisfaction. C'est un euphémisme. On ne saurait se satisfaire de ces interventions à la hussarde, de techniciens qui ne répondent que trop rarement de leurs responsabilités, de ces services clients éloignés qui se contentent de formules toutes faites, de réponses d'attente sans jamais résoudre les problèmes, de ces adresses que personne ne souhaite reconnaître et qui ne sont de ce fait jamais raccordables. Tout cela, les collectivités les dénoncent depuis des années. Et année après année, il nous est répondu qu'il faut laisser la filière s'organiser. J'ai longtemps travaillé dans ce domaine. Mon métier était d'installer ces réseaux. J'ai donc bien conscience des réalités économiques que chacun peut vivre et je ne veux accabler personne. Mais j'ai souvent honte de la qualité du travail de certains. Je suis désormais élu, représentant d'un territoire dont les habitants subissent au quotidien une réalité désespérante. Et vous comprendrez que je me fasse leur porte-voix. Cela suffit. Nous devons maintenant réellement avancer et l'on ne peut plus repousser les choses à une hypothétique retour à meilleure fortune. C'est peut-être là que la réflexion sur le service universel a le plus de sens. Parvenir à un tel service nécessitera de fait de résoudre de nombreuses questions. Mais pour l'essentiel, la réussite de ce service ne pourra avoir lieu sur la durée que si nous parvenons à prendre chacun notre place pleinement dans le respect des responsabilités de tous. Ne parlons donc pas que de technique, parlons aussi d'organisation. Merci de votre attention. Merci beaucoup Michel Fricou. Julie Baron-Tanguillas, je vous invite à succéder à Michel Fricou à la tribune. Vous êtes donc vice-présidente du Conseil régional de Normandie. Et merci beaucoup d'être avec nous cette année encore. Bonjour à toutes et tous. D'abord vous dire que je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à cette 12e édition des États généraux des RIP dans cet endroit magnifique. Mais vous l'avez dit, vous le savez. Voilà, aujourd'hui on va, comme chaque année, aborder des sujets, des thématiques autour du THD, mais pas que, parce qu'on a vu, on va aborder les sujets des sujets cybersécurité donc, qui vont au-delà du THD. J'aurai deux petits mots, je vais y revenir, mais voilà. Je participerai cet après-midi à la table ronde, donc si vous n'êtes pas là, j'aurai un message à passer quand même. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que les dossiers n'avaient pas disparu. Non, tous les dossiers, non. Enfin, en tout cas, ils ont disparu, mais les dossiers urgents ont été traités, puis ça fait pas tout à fait 6 mois, on en est à 3 mois et quelques jours, et on sera bientôt... Non, on a été plutôt... Ah oui, quand effectivement, ça fait 6 mois, mais la région, donc on était un petit peu... peut-être un peu plus réactif. En tout cas, on a essayé de traiter les dossiers en urgence, mais j'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi. Non, bah alors merci beaucoup. Donc ça va, je ne suis pas fâchée. Donc juste, voilà, moi en tant que vice-présidente de la région, je vais rappeler quelques chiffres pour la région. Je ne suis pas que juste sur le Calvados. Vous dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 2 foyers entreprises collectivisées sur 3 qui sont éligibles, 71% et 60% dans les zones d'initiative publique. Rappeler que ça a pu être possible grâce au projet qui a été porté par les 5 départements.
que des projets que nous avons accompagnés aussi, et ça a été dit, rappelé, avec des fonds en région et des fonds européens à hauteur de 248 millions d'euros tout de même. Dire qu'évidemment, pour la région, en termes d'attractivité et de développement économique, la réalité du très haut débit est effectivement nécessaire, hein, puisqu'elle permet à nos entreprises d'assurer leur transformation numérique, de mettre en place des différents modes d'organisation de travail, d'innover. En tout cas, voilà, et ça a été prouvé, enfin, en tout cas, ça a été mis en valeur dans une étude de France Stratégie sur les effets du plan très haut débit. Une fois la fibre posée, quelques années après, on mesure quand même les effets positifs sur le développement économique. Donc, nous, évidemment, on est ravis, enfin, en tout cas, on est fiers et on constate les réalités sur le terrain, fiers d'avoir accompagné la mise en place du réseau. Vous dire aussi qu'en parallèle de la mise en place du THD, la formation professionnelle est au cœur des compétences de la région, et donc la région continue d'essayer de s'assurer, de faire en sorte qu'on ait des professionnels, même si effectivement tout n'est pas encore parfait, on le sait bien, mais essayer d'avoir des professionnels en mesure de faire des réseaux de qualité. Et à ce titre, je voulais saluer l'innovation, enfin en tout cas la proposition ce midi, on aura la présentation par Innovance et le Credo d'un label, la mise en place d'un label qualité justement, qui à mon avis va dans le bon sens, voilà. Donc des sujets à l'ordre du jour, donc pas encore peut-être l'année prochaine sur les enjeux liés aux effets du numérique chez les jeunes. Je pense que c'est un sujet intéressant. Mais le sujet du moment, donc on va parler donc des commissionnements du cuivre. C'est un sujet qui suscite qui suscite beaucoup d'interrogations de la part des élus et de la population. Il va vraiment falloir qu'on sache savoir s'organiser collectivement pour répondre à ce sujet. Il faudra expliquer que tout n'arrivera pas en un jour, que chaque commune, chaque personne ou entreprise concernée devra être vraiment prévenue bien en amont par Orange ou les entreprises en charge de ce chantier. En corollaire, et Michel en a beaucoup parlé, se pose la question de la mise en place par l'État d'un nouveau service universel de la fibre du THD pour garantir aux habitants et aux entreprises qu'elles pourront demain bénéficier d'un service pour répondre à leurs besoins. Et effectivement, c'est un vrai défi, parce que pour fermer le cuivre, il faut d'abord terminer la mise en place du THD partout. Et puis dans l'après-midi, on l'a dit, donc on reviendra sur des sujets numériques plus largement, donc le sujet cybersécurité. Vous dire que la région Normandie, oui, elle a été effectivement victime comme Caen et comme aussi la Seine-Maritime, je crois. En région, donc on commence à avoir un petit retour d'expérience sur le sujet, même si on en discutera sans doute peut-être plus tard. On n'a pas encore tous les retours, mais vous dire que aussi la région est très engagée sur le sujet. Elle était déjà engagée depuis quelques années, et là on le sera encore plus demain, puisqu'on on est persuadé de la nécessité d'expliquer, puisqu'on le sait tous aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir si on va être attaqué, mais quand on va être attaqué. C'est ça. Voilà. Je vous remercie et puis bonne journée de travail. Merci beaucoup. Alors oui, alors, et puis pas de paranoïa, il n'y a pas que la Normandie, hein. Partout en France, les collectivités sont attaquées, il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent moins, mais il y a de moins en moins de déni sur ces sujets et de plus en plus de volonté de partager les retours d'expérience. Donc voilà, mais vous n'êtes pas seul, comme dirait l'autre, à subir ce type d'attaque. Sans plus attendre, nous allons écouter et regarder une vidéo de Jean-Noël Barrot qui nous a envoyé donc un certain nombre d'informations et puis un message à votre attention. On l'écoute. Bonjour à toutes et tous. J'aurais été très heureux de pouvoir répondre favorablement à l'invitation de Philippe Augier, mais je ne peux malheureusement pas être présent à vos côtés pour parler du déploiement de la fibre et des enjeux de connectivité dans nos territoires aujourd'hui. Je tenais néanmoins à vous adresser ces quelques mots. En 2017, le président de la République s'est engagé à mettre fin aux zones blanches et plus récemment, il s'est exprimé pour une généralisation de la fibre à horizon 2025. Cet engagement visionnaire a permis de placer la France dans le peloton de tête au niveau européen des pays les mieux connectés et les plus fibrés. 80% des Français ont accès à un abonnement fibre. Ce succès a été possible grâce à une mobilisation collective et je tiens à vous en remercier, en particulier vous,
élus locaux qui vous êtes mobilisés dès le début pour prendre ce chantier à bras-le-corps. Grâce à vous, 11 millions de lignes fibres ont été déployées en zone rurale en près de 10 ans. Je veux également saluer le travail des opérateurs, tant d'infrastructures que des opérateurs commerciaux, qui ont su répondre aux enjeux de connectivité et contribuer ainsi à cette réussite. Nous sommes dorénavant à un moment charnière dans le déploiement du très haut débit et surtout de la fibre. La plupart des prises faciles ont été déployées et nous devons dorénavant faire face à ce qu'on appelle communément les raccordements complexes, ainsi qu'au retard dans les engagements de déploiement, que ce soit dans les zones privées, mais aussi dans les RIP. Comme vous le savez, Orange a officialisé son plan de décommissionnement du cuivre. Les premières expérimentations ont d'ores et déjà été menées, les autres verront le jour dès 2024, avec notamment des zones très denses, comme Rennes ou comme Vanves. Ma conviction et ma mission, c'est de permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir un accès de qualité au très haut débit. Cela passe par une mobilisation de l'ensemble des acteurs sur les enjeux d'achèvement d'installation des réseaux, mais aussi de vigilance dans le cadre du plan de décommissionnement du cuivre. Pour cela, il nous faut trouver un point d'équilibre en prenant en compte les problématiques structurelles qui s'imposent aux opérateurs. J'ai ainsi pour objectif, en ce semestre, de conduire des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'aboutir à un accord global pour garantir la promesse présidentielle d'une généralisation de la fibre. J'ai annoncé récemment mon ambition de mettre en œuvre un droit de connectivité au très haut débit pour tous à un prix abordable. Cette ambition est unique en Europe et permettra à la France d'être la première puissance numérique européenne. Nous avons voulu fixer ce niveau de service à 30 mégabits par seconde afin que tous nos concitoyens aient accès à un service Internet très haut débit et à des services de communication vocale à un tarif abordable. Grâce au travail collectif, tant des opérateurs que des collectivités, nous sommes à même, j'en suis convaincu, de relever cette ambition. Sur les enjeux de cybersécurité qui feront l'objet d'une table ronde de cet après-midi, je veux vous assurer de notre détermination. Comme vous le savez, la région Normandie, mais aussi la ville de Caen ont été victimes au deuxième semestre 2022 d'attaques de grande ampleur. En 2021, nous avons lancé, dans le cadre du plan de relance, un programme de cybersécurité à destination de nos grandes collectivités, de nos établissements publics et de nos établissements hospitaliers. Face à la recrudescence de la menace, nous avons annoncé il y a quelques mois un renforcement de ces programmes de cybersécurité en étendant le nombre de collectivités et d'établissements hospitaliers qui pourront en bénéficier. En parallèle, pour les plus petites collectivités, nous travaillons au déploiement d'une solution mutualisée et sécurisée de nom de domaine, de messagerie et à terme d'hébergement. Ces sujets alimenteront sans nul doute vos réflexions et débats tout au long de cette journée que je vous souhaite riche et fructueuse. À très bientôt. Et à très bientôt, c'est quelque part ce qui a été souhaité par Philippe Legrand, que je vais inviter à rejoindre la tribune. Effectivement, des concertations et des échanges au prochain semestre. Et alors, c'est pas le big deal de Vincent Lagaffe, mais pardon, je ne pouvais pas faire autrement que d'évoquer ça, c'est ma jeunesse. Mais c'est le good deal de Philippe Legrand et Patrick Chaise. Juste vous en dire un mot, ça a été annoncé donc le mardi dernier au Sénat. En quoi ça consiste ? Bien d'ailleurs, Jean-Noël Barrot l'a évoqué, finalement, en réaction peut-être à son intervention au Sénat il y a maintenant une quinzaine de jours, nous avons avec Patrick Chaise, le président de la LICA, organisé une conférence de presse pour présenter notre stratégie commune, la stratégie des collectivités et des industriels du numérique, pour aller jusqu'au bout du plan France Très Haut Débit, qui tient finalement dans une devise quasi républicaine, un triptyque, égalité, pérennité, solidarité. Alors on n'apporte pas toutes les réponses précises, dans les contours les plus précis donc, de cette stratégie, mais c'est une stratégie qui se décline ainsi. Avec l'égalité, c'est l'achèvement effectivement des raccordements complexes, c'est-à-dire tous ces raccordements qui nécessitent du génie civil à construire et qui ne peuvent être appréhendés que si nous avons une logique d'investissement de long terme. Donc il faut trouver un montage juridique, un portage financier pour que les foyers, qui sont entre 500 000 et 1 million de foyers en France, pour que ces foyers-là puissent bénéficier d'un raccordement effectif en très haut débit. Égalité, des raccordements complexes par une structure qui porterait des investissements de long terme. Pérennité, c'est le fait de dire que la question, comme on le sait tous, la question n'est pas de savoir quand un aléa climatique majeur pourrait survenir, enfin si un aléa majeur pourrait survenir, mais quand, et nos réseaux, qui sont majoritairement aériens, pourraient risquer de tomber en panne longtemps, trop longtemps, eu égard au caractère vital de ces infrastructures. Pérennité, donc, c'est la sécurisation de nos infrastructures pour faire face à ces menaces climatiques, peut-être aussi à des actes de malveillance organisés. Vous vous rappelez, l'an dernier,
des artères principales en France avaient été sabotées en même temps et avaient généré des pannes aux conséquences heureusement pas si dramatiques, mais quand même qui pourraient se reproduire. Donc la pérennité, c'est la sécurisation globale de nos infrastructures, dont l'enfouissement. Et la solidarité, c'est de faire en sorte que l'économie de nos réseaux, dans les zones les plus rurales, puisse être assurée sur le long terme. Face aux dégradations de ce réseau et toutes les opérations normales de la vie du réseau, il faut permettre que les modèles économiques des réseaux d'initiative publique puissent être ajustés. On n'est pas obligé d'avoir le même tarif de gros dans les zones urbaines les plus rentables que dans les zones rurales. Il faut travailler tout ça avec l'ensemble des acteurs. Mais ce plan-là, il peut être totalement autofinancé, car je n'ai pas évoqué le mode de financement de la pérennité, mais nous pensons que la taxation que subit le secteur des télécoms, elle est injuste, disproportionnée, elle croît de façon exponentielle et en plus, elle ne sert pas le secteur. Donc nous militons pour une réduction de cette assiette de taxation sur les infrastructures numériques et que l'augmentation qui pourrait être constatée soit totalement réinjectée dans les infrastructures elles-mêmes. Et c'est ça qui nous financerait la pérennité de nos réseaux, ce plan d'investissement majeur pour améliorer la sécurité et l'effacement des réseaux. Ce plan-là, comme vous le voyez, il est autofinancé. C'est un plan à 20 milliards d'euros. Le plan France Très Haut Débit aujourd'hui a été estimé à 30 milliards. Il faut rajouter 20 milliards pour aller jusqu'au bout de ce plan. Et c'est autofinancé par le secteur lui-même, par l'économie des réseaux eux-mêmes. Bien entendu, elle-même, il va falloir que tout le monde s'accorde. Il va falloir organiser, bien entendu, tout cela. C'est la proposition que nous avons faite au ministre Jean-Noël Barrot. C'est l'objet de la communication, du communiqué de presse que nous avons formulé avec l'AVICA et la conférence que nous avons tenue avec Patrick Chaize mardi dernier. Je suis convaincu que pour réussir à appréhender globalement tous ces sujets, il faut aller au bout de ce plan et traduire ce good deal par un projet de loi qui peut être porté par le gouvernement. On en serait très heureux. Je n'oublie pas les questions, monsieur le vice-président, des questions de qualité, de raccordement des réseaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Infranum a présenté son plan pour la filière, qui inclut tout un tas de choses, dont la labellisation, bien entendu, mais bien d'autres choses, et qui commence à se voir, heureusement, ça nécessite une action sur le long terme. Merci Sébastien. Merci Philippe Legrand, merci beaucoup.